Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Dans ce nouvel épisode de notre podcast consacré aux grands maîtres de la peinture, aujourd'hui nous passons la frontière dans l'autre sens. Nous revenons en France, au XIXe siècle, dans le Paris bouillonnant des révolutions et des romantiques. Et nous allons parler de l'homme que Goya a hanté, de l'homme que Baudelaire a aimé entre tous, de l'homme que les jeunes impressionnistes vénéraient comme un ancêtre tutélaire. Nous allons parler d'Eugène Delacroix, chef de file du romantisme en peinture, coloriste d'une puissance sans équivalent dans la tradition française, auteur de La Liberté guidant le peuple, l'une des images les plus connues de toute l'histoire de l'art. Peintre de génie, musicien de salon, diariste d'une intelligence rare, ami de Chopin et de George Sand, ennemi juré d'Ingres, admirateur de Goya, père spirituel de Cézanne et de Van Gogh, une vie entière dans la passion, la fièvre et la couleur. Installez-vous, ce podcast sent la térébenthine, le parfum de Noan et la poudre des barricades. Ferdinand Victor Eugène Delacroix, né le 26 avril 1798 à Charenton-Saint-Maurice, tout près de Paris, dans une grande demeure bourgeoise. Il est le quatrième et dernier enfant de Charles-François Delacroix, avocat, député, ministre des Affaires extérieures sous le Directoire, puis préfet sous l'Empire, et de Victoire Euben, petite-fille de Jean-François Euben, le célèbre ébéniste de Louis XV. C'est une famille de la haute bourgeoisie cultivée, parfaitement insérée dans les rouages de la France révolutionnaire et impériale. Mais derrière cette naissance officielle plane une ombre romanesque que les biographes n'ont jamais totalement dissipée. Charles-François Delacroix souffrait depuis de nombreuses années d'une maladie qui, selon certains médecins de l'époque, l'aurait rendu temporairement stérile. Or, son successeur au ministère des Affaires extérieures, qu'il avait fréquenté assidûment, n'était autre que Talleyrand, le plus grand diplomate de son siècle, homme de toutes les cours, de toutes les intrigues, réputé pour ses nombreuses liaisons. Talleyrand fut par la suite un protecteur constant et attentif du jeune Eugène, facilitant les ventes de tableaux, appuyant des commandes publiques, veillant sur sa carrière avec une sollicitude qui dépassait les usages de la simple bienveillance mondaine. La question de la paternité biologique d'Eugène Delacroix reste formellement irrésolue à ce jour. Les sources manquent, les physionomistes divergent. Elle appartient à ces mystères qui parfument certaines grandes vies sans jamais se refermer. Ce qui est certain, c'est que le père légal meurt en 1805, quand Eugène n'a que 7 ans. Sa mère s'installe à Paris avec lui en 1814. Elle meurt à son tour, le laissant orphelin à 16 ans. Dans une famille dont la fortune se disperse rapidement à cause de difficultés successorales. Recueilli par sa sœur Henriette et son mari le diplomate Raymond de Verninac, Eugène fréquente le lycée impérial, l'actuel lycée Louis le Grand, de 1806 à 1815. C'est un établissement d'élite où il reçoit une formation classique solide, latin, grec, Virgile, Racine, Voltaire. Ses cahiers sont couverts de dessins et de croquis. La vocation se manifeste très tôt, irrépressible. Mais il y a aussi la musique. Son professeur de musique remarque ses dons précoces et conseille à sa famille d'en faire un musicien. La mort de son père met fin à ce projet. Delacroix reste cependant toute sa vie un mélomane passionné, amateur de Mozart, de Beethoven, de Chopin. Il jouera lui-même du violon. La musique influencera directement sa peinture. Il cherchera toujours dans la couleur quelque chose d'équivalent à ce que la musique fait avec le son. Une émotion directe, physique, qui court-circuite la raison. Grâce à l'appui de son oncle, le peintre Henri-François Reisener, Eugène entre en 1815 dans l'atelier du peintre Pierre-Narcisse Guérin, l'un des grands ateliers parisiens fréquentés notamment par le jeune Théodore Géricault. C'est là qu'il rencontre celui qui sera pendant quelques années son ami le plus proche et son modèle artistique le plus immédiat. Géricault a 7 ans de plus que Delacroix. Il est déjà une figure impétueux, fougueux, amateur de chevaux et de drames. En 1819,
il travaille à un tableau monumental qui va bouleverser le salon et l'histoire de la peinture française, le radeau de la Méduse. Représentation de la tragédie du naufrage de la frégate Méduse en 1816, avec ses 147 survivants abandonnés sur un radeau pendant 13 jours. Delacroix pose pour Géricault. Il est l'une des figures allongées au premier plan du tableau. Ce contact direct avec une œuvre de cette ambition, de cette violence et de cette nouveauté marque Delacroix pour toujours. Parallèlement, Delacroix travaille au Louvre. Comme tant d'artistes de sa génération, il copie les maîtres anciens avec une ardeur et une méthode qui en disent long sur son caractère. Il ne copie pas pour reproduire, il copie pour s'imprégner, pour comprendre de l'intérieur comment Rubens construit une chair lumineuse, comment Véronèse articule une foule dans l'espace, comment Titien pose la couleur. Ce sont les Flamands et les Vénitiens qui l'enseignent le plus profondément, pas les Français académiques dont l'atelier de Guérin est le représentant. En 1822, il expose au Salon sa première grande toile, La barque de Dante. Dante et Virgile traversant le Styx au milieu des damnés. Le tableau est accepté et remarqué. L'État l'achète pour 2000 francs. C'est un premier succès, mais il est aussi le début d'une relation avec le Salon qui sera toute sa vie faite d'alternance entre triomphe et refus blessants. La même année, il commence la rédaction de son journal. Je mets à exécution le projet formé tant de fois d'écrire un journal. Ce que je désire le plus vivement, c'est ne pas perdre de vue que je l'écris pour moi seul. Je serai donc vrai, j'espère. Ce journal, tenu de 1822 à 1863, avec une interruption de 1824 à 1847, sera publié 30 ans après sa mort. C'est l'un des textes les plus importants de l'histoire de l'art français. Une chronique intime, d'une vie de création, d'une acuité et d'une intelligence rares. En 1824, Delacroix expose au Salon des scènes de massacre de Thio. Le tableau représente un épisode de la guerre d'indépendance grecque, le massacre par les troupes ottomanes de la population de l'île de Thio en 1822. Des familles entières sont représentées dans leur détresse, femmes épuisées, enfants accrochés à leur mère mourante, hommes enchaînés, cadavres. La couleur est violente, les corps expressifs, la composition délibérément anti-académique. Le tableau fait scandale. Un critique le qualifie de massacre de la peinture. Mais Talleyrand, discrètement, facilite son achat par l'État pour 6000 francs. La même année, Constable expose à Paris ses paysages anglais, et leur fraîcheur de touche, leur lumière directe et vibrante, éblouissent Delacroix. Il retouche le fond de ces massacres en quelques jours, ajoutant des effets de lumière inspirés par ce qu'il vient de voir chez l'Anglais. C'est dans ces années que se cristallise l'opposition, en grande partie construite par la presse et le public autant que par les intéressés eux-mêmes, entre Delacroix et Jean-Auguste Dominique Ingres. Ingres est le grand représentant du néoclassicisme. La ligne, la forme pure, le dessin comme fondement absolu de la peinture. Delacroix est le champion de la couleur, du mouvement, de l'émotion directe. Les deux hommes sont présentés par la critique comme les adversaires irréductibles de deux conceptions de la peinture. Ils ne s'aiment pas, leurs tempéraments sont aux antipodes. Ingres, rigide et solennel, Delacroix, volcan ironique. Voici l'anecdote qui résume le mieux leur relation. Un jour, lors d'une rencontre dans un escalier de l'Institut où Delacroix tentera à 7 reprises d'entrer avant d'y être enfin admis en 1857, Ingres croise Delacroix et lui dit avec une froideur hautaine « Monsieur, je n'aime pas votre peinture. » Delacroix répond avec le sourire « Je le sais, monsieur, et moi, j'aime la vôtre. C'est peut-être apocryphe, mais c'est parfaitement delacroixien. » En juillet 1830, Paris se soulève contre Charles X. Les Trois Glorieuses, ces 3 journées de barricades des 27, 28, 29 juillet, qui renversent la monarchie et portent Louis-Philippe sur le trône, Delacroix observe les événements depuis sa fenêtre, traversant parfois les rues insurgées. Il n'est pas un combattant, mais il est profondément remué. Il confie à son frère dans une lettre
j'ai entrepris un sujet moderne, une barricade, et si je n'ai pas triomphé pour la patrie, au moins je peindrai pour elle. Le tableau qu'il produit est La liberté guidant le peuple, présenté au salon de 1831. Une femme au buste nu, bonnet phrygien sur la tête, le drapeau tricolore à la main droite et un fusil à la gauche, marche sur les barricades jonchées de corps, entraînant derrière elle un enfant armé de pistolets, un bourgeois au chapeau haut de forme, un ouvrier en casquette. C'est une image qui mêle l'allégorie antique et la représentation contemporaine, avec une audace qui n'a pas de précédent dans la peinture française. L'État achète le tableau et l'expose au musée de Luxembourg, mais le retire rapidement de la vue du public, jugeant son sujet politiquement trop inflammable dans le contexte de la monarchie de Juillet. Delacroix lui-même, on le sait, n'était pas révolutionnaire au sens politique du terme. Il était libéral, cultivé, attaché à l'ordre social, mais profondément sensible aux élans collectifs, au moment où l'histoire bascule. Sa liberté est moins un manifeste politique qu'une explosion artistique, la couleur et le mouvement mis au service d'une émotion collective intraduisible autrement. En janvier 1832, Delacroix accompagne le comte de Mornay, émissaire du roi Louis-Philippe, dans une mission diplomatique au Maroc. La conquête de l'Algérie par la France l'année précédente a inquiété le sultan marocain, et une ambassade est nécessaire pour le rassurer. Pour Delacroix, qui n'est pas grand voyageur, ce périple de Tanger à Meknès est une révélation absolue. Il passe 3 mois au Maroc, remplit plusieurs carnets de dessins et d'aquarelles, observe avec une intensité fiévreuse les paysages, les costumes, les lumières, les visages. Au retour, il fait escale quelques jours à Alger, où il est autorisé à visiter l'intérieur d'une maison musulmane. Il est bouleversé par ce qu'il voit. Des femmes dans leur intérieur, assises dans une lumière filtrée et colorée, avec une dignité et une beauté qui lui semblent directement antiques. Il écrira dans ses notes « C'est comme au temps d'Homère, la femme dans le gynécée, brodant de merveilleux tissés. » Le Maroc transforme sa palette. La lumière méditerranéenne et africaine, ses contrastes, ses ombres violettes, ses blancs lumineux, ses ciels d'un bleu profond, s'impriment dans son œil et dans sa main pour ne plus jamais le quitter. Le souvenir du Maroc accompagnera Delacroix toute sa vie. Les notes qu'il y a prises, les aquarelles réalisées, les objets rapportés, rassemblés dans son atelier, lui offrent de composer jusqu'en 1863 plus de 62 toiles liées au Maroc. Évoquons maintenant les tableaux qui définissent le mieux l'étendue de son génie. Et avec les titres et les dates, vous pourrez toujours trouver ça sur Internet. Et ça vaut le coup d'aller voir. La barque de Dante, 1822, musée du Louvre, est son premier coup d'éclat. Une composition sombre et dramatique directement inspirée de Rubens et de Michel-Ange, où la violence des corps et l'intensité de la lumière annoncent déjà tout ce que Delacroix sera. La mort de Sardanapale, 1827, musée du Louvre, est peut-être son tableau le plus spectaculaire et le plus provocateur. Inspiré d'une pièce de Byron, il représente le roi assyrien Sardanapale allongé sur son bâcher, regardant avec une indifférence royale et cruelle le massacre de ses esclaves, de ses chevaux et de ses femmes ordonnées avant que les flammes ne les consument. La composition est un tourbillon de chair, de soierie, d'or et de sang, une explosion de couleurs et de violence qui scandalisa le salon de 1828. On parla d'orgie et de folie. Delacroix n'en fut pas troublé. Les femmes d'Alger dans leur appartement, 1834, musée du Louvre, est le fruit direct du voyage marocain. 3 femmes algériennes et une esclave noire sont représentées dans un intérieur richement décoré. Étoffe brodée, carrelage coloré, lumière chaude et filtrée, la composition est apaisée, presque contemplative, très différente des grands drames qui avaient précédé. La palette est d'une richesse et d'une douceur nouvelles. Ce tableau fascinera Renoir, qui en fera une série de variations, et Picasso, qui lui consacrera 15 variations en 1954 et 1955.
La lutte de Jacob avec l'Ange, 1854-1861. Chapelle des Saints-Anges, église Saint-Sulpice à Paris. Et le chef-d'œuvre de sa maturité, cette fresque monumentale peinte sur le mur de la chapelle de l'église Saint-Sulpice, à 2 pas de son dernier atelier, représente Jacob aux prises avec un ange dans un paysage de forêt. La scène est d'une intensité physique et spirituelle extraordinaire. Ce combat n'est pas une lutte ordinaire, c'est une lutte avec le divin, avec l'inconnaissable, avec ce qui dépasse l'homme. La liberté de la touche, la richesse de la couleur, la grandeur de la composition font de cette fresque l'une des plus belles réalisations de la peinture française du XIXe siècle. La vie de Delacroix est peuplée d'amitiés intenses et fécondes avec les plus grands créateurs de son époque. Il est l'ami de Stendhal, de Victor Hugo au début, avant que leur tempérament ne les éloigne, de Théophile Gautier, de Baudelaire, qui lui consacre l'un des plus beaux textes critiques du siècle. Mais les amitiés les plus précieuses sont celles qui nouent avec Frédéric Chopin et George Sand en 1834. Le directeur de la revue des Deux Mondes le charge de faire le portrait de l'écrivaine George Sand. De cette commande naît une amitié qui ne se démentira jamais. Par Sand, il rencontre Chopin, et entre le peintre et le compositeur s'installe une compréhension immédiate et profonde. Delacroix écrira dans son journal des pages admirables sur la musique de Chopin, et sur ce que la couleur et le son ont en commun. Il peindra le portrait double de Sand et Chopin, aujourd'hui séparés en 2 toiles conservées à Copenhague et à Paris. Ces amitiés ne sont pas seulement des ornements mondains, elles nourrissent directement sa réflexion sur l'art. C'est en écoutant Chopin qu'il affine sa conception de la couleur comme émotion pure, comme quelque chose qui agit sur le spectateur avant même que la raison intervienne. Et c'est dans les conversations avec Sand et avec Baudelaire qu'il forge les idées qu'il confiera à son journal sur la liberté de l'artiste, sur le rôle de l'imagination, sur la supériorité de la couleur, sur le dessin. À partir des années 1830-1840, Delacroix reçoit des commandes publiques d'une ampleur considérable, qui font de lui le plus grand peintre décorateur de son époque après David. En 1833, il décore le Salon du Roi au Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale. En 1837, il reçoit la commande du plafond de la bibliothèque de la même Chambre des députés. Au milieu des années 1840, il décore la bibliothèque du Palais du Luxembourg, siège du Sénat. Au début des années 1850, il peint le décor central de la galerie d'Apollon au Louvre, un plafond resté inachevé depuis le XVIIe siècle, et de 1854 à 1861, il travaille à la décoration de la chapelle des Saints-Anges de l'église Saint-Sulpice. Ces commandes publiques sont à la fois une reconnaissance officielle et une source d'épuisement. Delacroix, dont la santé est fragile depuis la jeunesse, il souffre de problèmes pulmonaires récurrents, se consume dans ce travail colossal. Il sera candidat à l'Académie des Beaux-Arts à 7 reprises avant d'y être enfin admis en janvier 1857. Cette persévérance face aux refus répétés dit quelque chose de son caractère, une ténacité froide sous l'apparent volcanisme romantique. En 1855, l'Exposition universelle de Paris lui consacre une salle entière, plus de 30 œuvres réunies de sa propre main. C'est la consécration officielle. La vie privée de Delacroix est marquée par la discrétion, délibérée, maintenue avec soin. Il ne se marie jamais. Il a plusieurs liaisons, avec des modèles, avec des femmes du monde, peut-être avec sa gouvernante Jenny Le Guillou. C'est cette Jenny, entrée à son service en 1835, qui reste auprès de lui jusqu'à la fin et à qui il lègue un autoportrait de 1837. Le musée du Louvre a écrit d'elle qu'elle était la seule personne pour qui l'artiste ressentit une affection sincère et durable. Il y a aussi Joséphine de Forget, sa cousine et maîtresse, qui l'accompagne dans les salons et le pousse vers l'académie. Une relation longue, compliquée, tendre. L'hiver 1862-1863 est très éprouvant. Ses crises pulmonaires se multiplient. Il continue de peindre. Son dernier tableau est une scène marocaine, la perception de l'impôt arabe. Le 13 août 1863, à 7 heures du soir, Eugène Delacroix meurt dans son appartement de la rue de Furstenberg.
Il a 65 ans. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. À ses funérailles, les jeunes peintres impressionnistes qui vénéraient son œuvre sont présents, Monet, Renoir, Pissarro. En lui, ils saluent l'homme qui avait tout osé avec la couleur. Son journal est publié en 1893, 30 ans après sa mort. L'appartement et l'atelier de la rue Fürstenberg deviennent le musée Delacroix en 1932, l'un des plus intimes et des plus émouvants musées de Paris. L'héritage de Delacroix est immense et ramifié dans toutes les directions. Il est d'abord le père direct de la peinture impressionniste. Monet, Renoir, Pissarro et Cézanne l'admiraient ouvertement. Cézanne disait « Nous venons tous de lui ». Ce que les impressionnistes ont emprunté à Delacroix, c'est l'idée que la couleur est le premier langage de la peinture. Avant le dessin, avant le récit, avant la forme, sa façon de poser les touches de couleur complémentaires côte à côte pour créer une vibration lumineuse, étudiée par Delacroix dans les toiles de Rubens et de Véronèse, sera reprise et systématisée par les impressionnistes puis par les néo-impressionnistes. Baudelaire lui a consacré l'un des plus grands textes de la critique d'art française. Dans son salon de 1846 et dans ses articles des curiosités esthétiques, il le nomme le peintre le plus original des temps anciens et des temps modernes, et voit en lui le seul peintre du siècle à avoir atteint la vraie mélancolie romantique, cette conscience du deuil et de la beauté simultanée. Van Gogh, dans ses lettres à son frère Théo, évoque Delacroix avec une ferveur qui va jusqu'à la dévotion. Il copie ses tableaux, il étudie sa théorie de la couleur, il s'inspire directement de sa palette chaude et de ses contrastes violents. Gauguin également le cite, et Pissarro, avec ses 15 variations sur les femmes d'Alger, lui rend l'un des plus beaux hommages qu'un grand peintre ait jamais rendu à un autre. Delacroix avait commencé en peignant Dante et les damnés dans les ténèbres du Styx. Il avait terminé avec les femmes berbères dans la lumière dorée du Maghreb. Entre ces deux pôles, l'ombre et la lumière, le drame et la sérénité, la violence et la tendresse. Il avait inventé une façon de peindre qui continue de résonner 2 siècles plus tard dans chaque tableau où la couleur dit quelque chose que les mots ne peuvent pas. Avant de nous quitter, voici une question pour vous. Delacroix a mené toute sa vie un combat pour la couleur contre le dessin. Convaincu que la couleur était le langage le plus direct de l'émotion en peinture, que la ligne froide d'Ingres était une prison et que la couleur chaude de Rubens était une liberté. Et vous, pensez-vous que, dans votre propre vie, vous êtes plutôt du côté de la ligne ou du côté de la couleur, du côté de la rigueur ou du côté de l'impulsif? La réponse la plus honnête est peut-être que nous avons besoin des deux, comme la peinture elle-même en a besoin. Mais si vous deviez choisir, choisissez la couleur, parce que la couleur, disait Delacroix, c'est la vie. Merci infiniment de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à très bientôt.